enseignante-chercheur à l'École supérieure d'économie appliquée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialiste des questions de genre. Madame Coulibaly, les chances sont-elles égales pour hommes comme femmes dans l'accès au foncier au Sénégal? Si on prend la loi, je dis oui, parce que la loi consacre l'égalité d'accès à la propriété aussi bien pour pour tous les citoyens, parce que la loi ne fait même pas de distinction de sexe, parle de citoyens, donc c'est la Constitution de 2011, mais aussi la loi sur le domaine national qui régit les terres du domaine national. Donc il y a, en tout cas dans la loi, il y a une égalité, on ne fait pas de discrimination. Maintenant, dans la pratique, c'est autre chose, parce qu'on sait qu'il y a la loi, il y a l'application de la loi. Au niveau de l'application, par contre, il n'y a pas d'égalité sur le terrain, parce que aussi c'est lié à des facteurs qui sont politiques, qui sont socio-culturels, mais aussi qui sont économiques et qui font que les femmes ont du mal à jouir de tous leurs droits fonciers. Vous parliez tout à l'heure de la loi. Est-ce que la législation sénégalaise encourage l'accès des femmes au foncier? Ah oui. La législation sénégalaise est très claire à ce niveau-là. L'égalité est le principe même. Mais comme encore une fois, la Constitution sénégalaise consacre l'égalité, mais elle n'est pas appliquée. Et c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs initiatives aussi qui essaient d'apporter des dispositions nouvelles dans cette loi-là afin de mieux promouvoir l'accès sécurisé des femmes à la terre. Est-ce que vous pouvez revenir sur les aspects socioculturels que vous évoquiez tout à l'heure et qui, selon vous, freinent l'accès des femmes aux terres? Vous savez, dans la gestion foncière, surtout le foncier rural, nous avons le droit moderne, mais on sait que c'est la tenure coutumière qui gère les terres. Et ces aspects-là, c'est que dans nos traditions, la femme a toujours eu un lopin de terre à exploiter, mais le problème de la femme sénégalaise, c'est le contrôle, c'est-à-dire de pouvoir sécuriser ces terres-là qu'elle exploite. Et ça, on peut, en fait, l'explication la plus simple, c'est que la femme est une cible mobile. Donc, elle est appelée à se marier, à partir, ou bien, si elle est mariée, à divorcer. Et on considère la terre comme étant un patrimoine familial indivisible. Donc, donner une terre à une femme est considéré en milieu rural non seulement comme un morcellement d'un patrimoine, mais aussi prendre le risque que ce patrimoine-là aille dans d'autres mains en dehors de la famille. Donc ce sont ces facteurs-là, parce qu'on considère que la femme n'a pas droit à la terre, et ça, on a aussi des raisons qui expliquent cela. En tout cas, dans la tradition, on considère que l'homme est le pourvoyeur économique de la famille. Donc c'est lui qui doit entretenir la famille. Donc c'est à lui qu'on devrait donner la terre. Mais on sait que la réalité est tout autre en milieu rural. De par votre vécu, y a-t-il eu des initiatives qui ont permis de renforcer l'accès des femmes à la terre? Ah oui, il y a plusieurs initiatives qui ont été menées. Présentement, moi, je coordonne un projet qui essaie justement d'améliorer non seulement l'accès sécurisé des femmes à la terre, mais cet accès sécurisé-là est adossé à une gouvernance foncière qui est équitable, mais aussi inclusive. Et donc, il y a plusieurs actions qui sont menées sur le terrain, qui ont donné des résultats non négligeables, même si les contraintes et les obstacles sont encore là. Et parmi ces stratégies-là qui sont utilisées, il y a le renforcement de capacités qui est très important, la formation, l'information des femmes, mais aussi les négociations sociales, le dialogue social communautaire. Il y a aussi le dialogue politique qui est utilisé dans le cadre de ce projet-là. Ce sont ces trois volets-là que l'on utilise. Mais peut-être la différence, c'est que nous adossons en tout cas notre stratégie sur des données scientifiques parce qu'il y a eu une recherche qui a précédé cette stratégie-là. En parlant de ça, vous avez coordonné le projet de recherche Action, promotion d'une gouvernance foncière inclusive par l'amélioration des droits des femmes au Sénégal. Quels sont les enseignements qui en ont été tirés? Oui, plusieurs enseignements. Parce qu'en fait, nous sommes partis du constat selon lequel il y a eu plusieurs initiatives qui sont mises en œuvre au Sénégal, mais malheureusement, leur efficacité n'est pas documentée. On ne sait pas quelle est l'efficacité de ces initiatives. On peut entendre dire que tel projet a permis à tel nombre de femmes d'avoir des terres, etc. Mais en réalité, on n'a pas documenté le processus
qui a permis d'arriver à ce résultat-là. Et donc, nous, dans le cadre de ce projet-là, on a ciblé 3 zones agroécologiques que sont la vallée du fleuve Sénégal, et dans la vallée, c'est le delta, les Niayes, et surtout les Niayes centre, mais aussi le bassin arachidier et le sud du bassin arachidier. Le choix de ces zones-là est en fait est lié au fait qu'il y a eu des initiatives qui ont été mises en œuvre là-bas. Par exemple, dans le bassin arachidier, il y a eu un projet du CNCR de l'AGS qui a permis à 227 femmes d'obtenir une délibération du conseil municipal. Dans le delta, il y a le système de quotas, en tout cas dont on parle beaucoup. Et donc, nous, on a essayé d'évaluer non seulement le processus, mais aussi l'efficacité de ces initiatives-là, leur pertinence, leur efficience. Et à partir de là, on a mis en place une stratégie pour voir quelles sont les bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques-là, nous essayons de les mettre à l'échelle, de les répliquer. Et quels sont les gaps? Et les gaps, on a essayé d'apporter des mesures correctives. Et ce qu'il faut noter, c'est que malgré les difficultés, il y a quand même, en tout cas, on peut avoir des résultats dans des contextes sociaux et familiaux très complexes. Mais il suffit juste d'avoir la bonne stratégie et surtout d'adopter une approche exclusivement participative, résolument participative et inclusive. Il est très important que les femmes et leur communauté ne soient pas juste des bénéficiaires de ces projets-là, mais qu'ils soient plutôt des actrices de ces projets-là. Et je pense que par la formation, par l'information et par l'accompagnement, on peut arriver à des résultats et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement sur le terrain. Justement, pour finir, il y a eu plusieurs processus de réforme dans l'histoire. Est-ce que les femmes sont présentes dans ces processus-là et quel rôle ont-elles eu à jouer? Oui, en fait, les femmes, en tout cas, par exemple, si on prend l'exemple du processus de réforme que le Sénégal a connu, mais malheureusement, en fait, il y a eu en tout cas cette concertation-là, ça n'a pas abouti. En tout cas, la concertation a abouti, le document est disponible. Par exemple, on peut dire que les femmes, en tout cas les organisations de femmes, comme l'AGS, étaient partie prenante. Maintenant, sur le terrain, c'est vrai que parfois, cette approche inclusive a tendance, si on n'y met pas, en tout cas, des mesures permettant de prendre en compte les femmes peuvent être minoritaires dans ces processus-là. En tout cas, elles sont dans ces processus-là, mais leur voix n'est pas audible parce qu'elles sont minoritaires. Et quand elles sont minoritaires, en plus des contraintes socio-économiques, voilà, on a du mal à avoir des résultats. Et c'est la raison pour laquelle nous, dans le cadre de ce projet-là, en plus de la loi sur la parité qui permet aux femmes de participer à la gouvernance des ressources foncières, par exemple à travers le conseil municipal et la commission domaniale. On sait que si les conseils municipaux sont généralement paritaires, au niveau des commissions, c'est là où ça pose problème. Les femmes sont exclues des commissions, en tout cas à fort enjeu, notamment le foncier. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans les Niayes, par exemple, actuellement, on est en train de mettre en place une charte de bonne gouvernance sensible aux femmes qui permettra aux femmes de participer à la gouvernance foncière. Et donc, c'est un processus de réforme, en tout cas, ce qui pourrait être capitalisé et mis dans un processus de réforme. Dans aussi le bassin arachidier, notamment dans la commune de Toubacouta, nous venons à peine de mettre en place des comités paritaires, des comités villageois paritaires qui constituent des cadres de concertation, mais aussi d'action pour une gouvernance foncière plus inclusive. Merci. Merci à vous.